Bonjour, bienvenue sur le réseau des pionniers et pionnières de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. Il est 14 heures, on va commencer doucement. Donc, je suis Antoine Verochovski, chargé de mission à la région Bourgogne-Franche-Comté et je passe la main à Céline pour nous présenter le réseau. Bonjour à toutes et tous. Donc, quelques mots sur le réseau des PIP, des pionnières et pionniers de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un réseau d'agents et d'agentes publics donc en Bourgogne-Franche-Comté qui agit dans le cadre d'une entente partenariale. Cette entente partenariale, elle relie donc le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le CNFPT donc de Bourgogne-Franche-Comté et le SGAR de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est un réseau d'agents et d'agentes publics qui existe depuis maintenant 2017 et qui, d'une part, forme à la coopération, notamment à travers les outils de facilitation à l'intelligence collective, mais pas seulement, qui promeut l'entraide entre agents et entre agentes, et puis qui permet d'explorer certains sujets. Et donc, depuis plus d'un an maintenant, nous défrichons le sujet des nouveaux récits, notamment au service de la transition écologique. Et dans ce cadre-là, le réseau a proposé un cycle de webinaires, qui a démarré, comme le disait Antoine avec Daniel Kaplan, et donc qui se poursuit avec ce deuxième webinaire. Et puis, si juste un petit mot, donc ce cycle de webinaire, il est complémentaire à un module de formation expérimentale, donc d'initiation à la mise en récit, qui se tiendra donc au CNFPT de Dijon le 19 et 20 mai prochain, et dont je vous mettrai les informations sur la conversation. Et sans plus attendre, je passe la parole à Guy Peretz. Pardon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Guy Perret, je travaille au département de Lyon et je suis chargé de la transition écologique. Et c'est à ce titre qu'effectivement, je me suis intéressé à la question des récits avec Antoine et sous la supervision de Céline. J'ai rejoint le réseau des pionnières et pionniers de l'innovation publique il y a maintenant 2 ans et j'anime ce cycle de webinaires. Donc, comme l'a dit Céline, le premier webinaire animé par Daniel Kaplan avait, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avait plutôt tendance à poser le cadre général de ce qu'est un récit, comment cette espèce d'imbrication qu'il y a entre les sociétés et les récits, et puis une prospective, une vision un petit peu prospective de la part de Daniel Kaplan, qui est un prospectiviste aussi, et qui nous a dit un petit peu ce qu'on pouvait attendre ou ne pas attendre d'ailleurs des récits. Et aujourd'hui, nous avons une illustration de la mise en récit sur 4 territoires et ça va être l'objet de ce webinaire. Donc, je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole à David Marivaillé et Stella Agas qui vont se présenter eux-mêmes et qui nous vont dire en quoi cette expérience, en tout cas ce qu'est cette expérience, a pu apporter et quel a été l'usage des récits. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager aujourd'hui avec vous à la fois les résultats d'une démarche exploratoire dont on va vous conter l'histoire quelque part et aussi de partager avec vous les enseignements et les aspects méthodologiques qu'on a pu relever et mettre en œuvre. Pour ma part, donc David Marivaillé, je suis chef de projet stratégie territoriale et foncière au CEREMA, à la direction territoire et ville à Lyon. Et on a eu donc l'occasion avec Stella Gass, je te laisse te présenter, de faire cette démarche. Et si tu peux partager ton écran Oui, sur le donc moi support. je suis Stella Gass, je suis la directrice de la Fédération nationale des Scots et pour vous éclairer, la fédération, elle accompagne les territoires de Scots partout en France. Il y a 447 Scots en France qui couvrent 97% de la population, 86% des communes et dans notre réseau, nous accompagnons 83% des Scots en France. Donc je reviens au démarrage. Je pense que vous voyez mon écran. C'est tout bon. Parfait. Donc, on peut démarrer sur le contenu de notre travail. Et je te laisse démarrer puisque c'est toi qui commence la présentation, David May. Oui, donc en fait, déjà remettre dans le contexte pourquoi finalement Fédération des Scots et CEREMA ont souhaité pouvoir s'associer sur cette démarche. Alors peut-être si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît.
Ouais, super. Donc, c'est par rapport au fait que la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, mais aussi de la trajectoire bas carbone, on le sait, n'est pas une chose aisée. Et surtout, nos deux établissements ont travaillé sur le sujet avec différentes publications, notamment en 2022. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'il était utile de pouvoir travailler ensemble les questions de transition territoriale autour des nouveaux enjeux, notamment portés par la loi climat et résilience, et de le confronter à du terrain, à du réel, de pouvoir aborder une démarche plutôt active sur ces sujets. Et on s'est dit que la question des récits, c'était une opportunité pour en faire un levier, pour tendre vers ces problématiques de trajectoire nouvelles à élaborer. Donc on va évoquer ce sujet-là avec vous là, pendant la grosse vingtaine de minutes qu'on a devant nous. Et d'abord, on souhaitait vous proposer, avant de rentrer non pas dans le vif du sujet, mais dans le déroulé de la démarche, on vous propose de vous rendre sur menti.com. Voilà, pour nous dire, vous, en trois mots maximum, alors sans majuscule, pas d'accent et pas de phrase, quand on vous dit sobriété foncière, eh bien finalement, ça vous fait penser à quoi? Nous, on a utilisé ce nuage de mots, le principe du nuage de mots en tant que brise-glace à l'origine. Et puis en fait, ce nuage de mots, ben là, on est en train de le voir, c'est en train de se remplir. Donc là, ça y est, tout fonctionne. Ce nuage de mots nous a donné bien plus qu'un brise-glace. Dans le premier atelier que l'on animait et sur lequel on va revenir par la suite. L'idée étant, et Stella, si tu... Ouais, super, je vois que tu partages ton écran, c'est top. L'idée étant de se rendre compte que on était en tout cas dans les territoires avec des élus et des techniciens et des techniciennes qui connaissaient quand même suffisamment les sujets et on s'est rendu compte exactement comme ce qui est en train de se passer à l'écran que il y avait profusion de termes et que comment arriver finalement à faire une trajectoire qui réponde à des objectifs, mais aussi à des enjeux communs, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on entend euh, par une notion, en tout cas par un concept. Alors, on pourrait faire exactement la même chose pour bas carbone, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Nous, en tout cas, on a été frappé par cette multiplicité des termes et donc on- on- ce qui en est ressorti assez immédiatement, c'était que avant même de rentrer sur comment on fait un récit, c'est déjà l'importance des mots et le sens en fait qu'ils traduisent, qu'ils portent avec eux. Et quelque part, pour arriver à répondre à la question à quoi servent les récits, ou en tout cas qu'est-ce que peuvent traduire les récits, il faut pouvoir partir des mots. Et là, je te propose, Stella, si tu peux rebasculer sur la diapositive. L'idée, c'est de pouvoir en fait repartir de l'étymologie même du mot récit. C'est ce que l'on s'est dit en cours de démarche au final, parce que en fait, on a besoin de questionner sur le besoin de recourir au récit et de dépasser des tentations qui pourraient être soit d'effet de mode ou de récupération communicante. Ça, c'était vraiment un élément important au départ. Nous, on ne souhaitait pas tomber là-dedans. Et les récits, en fait, comme je vous l'ai dit, ils se positionnent comme une opportunité à faire émerger et accompagner la prise de conscience de la nécessité de changer de modèle. Donc, par rapport à ça, si on regarde d'un petit peu plus près l'étymologie, eh bien, on a d'abord une racine indo-européenne, keia, qui signifie mettre en mouvement. Et donc, on peut faire le lien aussi avec le latin sierra et en particulier un fréquentatif, donc citare, qui veut dire littéralement appeler, exhorter, mettre en mouvement. On retrouve cette racine là aussi, éveiller, faire venir. Donc, en fait,
on est vraiment sur un sens propre où on est ensuite avec le récitare, avec cette racine, on est sur un sens propre où c'est l'action de lire sur un manuscrit à haute voix. Donc nous, ce qu'on a retenu de cette étymologie, c'est il y a donc une mise en récit possible par la relation d'un ou de plusieurs phénomènes identifiés. Et que, en fin de compte, le récit, c'est d'abord l'action de raconter quelque chose de la même manière que finalement on raconterait une histoire, mais pas n'importe laquelle d'histoire. Vous le connaissez peut-être, cet ouvrage de Nancy Houston, L'espèce fabulatrice en 2008. On vous a remis ici une citation qui dit: En pénétrant dans notre cerveau, les fictions le forment et le transforment plutôt que nous ne les fabriquions. Ce sont elles qui nous fabriquent. Et dans cet ouvrage-là, finalement, ce qui est questionné, c'est notre rapport à ce que nous sommes, comment on le perçoit et la manière dont on envisage l'action. Et au regard des changements en fait qui attendent l'ensemble des territoires, on peut se demander si notre cerveau, pour être à la hauteur des enjeux, doit se transformer avec d'autres histoires. Là, on revient sur ces notions et on souhaitait vous partager cette citation parce que pour nous, elle est inspirante. Elle fait référence à trois dimensions qu'on peut rapporter en fait à l'exercice du prospectif territorial, avec d'abord le cerveau, c'est-à-dire que c'est là où, se- où les choses se passent pour entrer dans le récit. Ça peut avoir des contours qui sont bien différents et on est sur une dualité quelque part où on a instinctivement une approche très rationnelle lorsqu'on va parler de cerveau, très pragmatique, voire technique. Et puis d'un autre côté, on est aussi dans le lieu des imaginaires. C'est les portes qui sont à ouvrir quelque part et qui nous permettent de nous autoriser à nous projeter, à innover et à créer finalement de nouveaux modèles et de nouvelles perspectives. La notion de fiction, c'est plus là où on retrouve la question de la notion en tant que faiseuse d'histoire quelque part et donc de récit. Et préalablement, et je le disais tout à l'heure, sur la notion d'histoire, ça dépend de laquelle on parle. Est-ce que c'est une histoire ou des histoires? En tout cas, l'idée n'est pas justement de raconter des histoires au sens mensonge ou malhonnêteté. Dans ces cas-là, on ne serait pas dans du récit. Et pour être à la hauteur des changements attendus, le récit, c'est un levier fort à condition qu'il ne soit pas déconnecté. Et c'est pour ça que on part du besoin de rester sensible au réel et au quotidien qui sont perçus et vécus, notamment par les populations locales, et d'autre part de pouvoir prendre du recul et pour être en capacité d'impulser de nouvelles dynamiques et d'offrir de nouvelles perspectives. Donc, tout ça pour dire que nous, c'est ce qui a vraiment traduit notre démarche aussi, alors de manière théorique, mais qui s'est beaucoup retrouvé dans l'aspect pratique et méthodologique, où on a souhaité pouvoir redonner du politique là où bah, le solutionnisme et la gestion des affaires courantes parfois prennent le dessus. Mais pour ça, il y a besoin d'accompagner ces changements de modèle et les éléments de rupture. Donc, par rapport à cette dimension très multifacette, on a pu formaliser une méthode dont on va vous parler et on vous l'a synthétisé ici en cinq grands points. Donc le premier, c'est le cadrage de la démarche sur lequel on va revenir très brièvement, et surtout des ateliers en immersion et des ateliers collectifs. C'est là où, quelque part, les récits se sont construits avec différents leviers, différents outils, jusqu'à une finalisation d'un récit qui a aussi été en plusieurs moments. Et ensuite, on entre dans le champ de la valorisation de ce récit, de ces récits, et presque, j'allais dire, on quitte le champ du récit pour que progressivement on rentre dans un champ plutôt de transformation de l'action publique et vraiment un positionnement d'une action qui est rendue compte à travers une feuille de route ou un programme. Je te laisse la parole, Stella.
Merci. Alors après cette introduction théorique de David Marie, on va vous montrer comment elle s'est incarnée dans les territoires. Donc vous avez compris, on voulait faire réfléchir les élus et les techniciens avec les acteurs de leur territoire à ces nouvelles trajectoires ZAN, zéro artificialisation nette, et ZEN, zéro émission nette. Et on se demandait finalement comment est-ce qu'on pouvait faire un récit et les accompagner pour que entre la théorie d'une loi et l'enjeu de renouveler tous les SCOT et les PLU à l'horizon 2027-2028, comment ils pouvaient se mettre au travail. Et donc, premier sujet, c'est qu'on s'est dit transformer ce que beaucoup appellent une contrainte législative plutôt en une opportunité politique et territoriale de réinventer l'aménagement de son territoire et d'avoir un récit intégrateur qui mobilise les acteurs, qui donne envie de se projeter et qui permettent de dessiner de nouveaux chemins. Donc, on a choisi deux modes d'accompagnement. On les a accompagnés entre le printemps 2023 et l'automne 2024. On avait choisi déjà pour chacun des territoires d'aller sur le terrain avec eux, d'être en présentiel et qui mobilisent les acteurs et qui nous montrent une partie de leur territoire illustrative de ces deux enjeux, sobriété foncière et décarbonation. Et puis, on les a réunis en tant que collectif, l'idée étant de faire de la co-construction avec eux, d'utiliser l'intelligence collective et de les faire partager entre territoires. Et quand je dis entre territoires, vous le voyez sur la diapositive, on a pris 4 territoires différents, on les a sollicités nous-mêmes, on les avait identifiés avec David Marie en amont. On a pris le SCOT du Rouennais parce qu'il avait une dimension assez rurale et donc il nous paraissait être illustratif de cette problématique. C'est un SCOT pluri-EPCI avec une agglomération, un Roanne en son centre. On avait le SCOT du bassin d'Arcachon et du Val de l'Air, qui est un SCOT littoral qui est soumis à une très forte pression démographique, plus de 2% d'évolution démographique par an. Et puis, on avait le SCOT Maine-Saunois, qui était un SCOT mono-EPCI, donc une intercommunalité, également avec des enjeux ruraux et agricoles assez forts. Et puis, le SCOT de Lille Métropole, qui est évidemment alors un SCOT pluri-EPCI aussi, et qui a une métropole extrêmement dynamique sur son territoire. Et vous le voyez à travers les photos, on est allé à la fois voir des enjeux de renouvellement urbain, mais aussi de renaturation. Et on a essayé de s'inscrire et de friche sur le territoire. On a essayé de s'inscrire sur les défis que les collectivités avaient à relever dans le cadre de la construction de ces trajectoires. Alors, je ne sais pas pourquoi il se bloque parfois, pardon. Ensuite, dans l'organisation du travail, on a utilisé une méthode d'animation identique entre les 4 territoires parce qu'on voulait tirer des enseignements et on voulait regarder un petit peu comment les choses pouvaient se comparer d'un territoire à l'autre, bien qu'ils aient des typologies complètement variées, comme vous l'avez vu. Donc, on a eu des échanges sur les trajectoires ZAN. On a réalisé le nuage de mots que vous avez vu et on s'est rendu compte très vite que derrière ces deux concepts, zéro artificialisation nette et zéro carbone, c'est qu'en fait, il y avait énormément de représentations différentes et qu'il était nécessaire, à la fois, ça nous a servi, on a écouté très vite les récits qui mettaient derrière l'explication de ces mots, parce que là, on n'a pas fait l'exercice avec vous, mais si on vous avait demandé pourquoi vous avez choisi les 3 mots chacun, vous nous auriez raconté quelque chose. Et en fait, déjà, on ne parlait pas, on a commencé par le nuage de mots et on a écouté où il se plaçait par rapport à ces trajectoires et on s'est rendu compte que le premier sujet à traiter dans le récit, c'était d'embrasser l'ensemble des représentations et de pouvoir créer une direction commune autour de ces représentations. Donc ça, c'était le premier sujet. Ensuite, on est allé sur le terrain et l'enjeu, c'était d'identifier les enjeux territoriaux et les actions qui pouvaient être mises en œuvre autour de ces concepts. On les avait laissés choisir où ils voulaient aller pour nous montrer. L'enjeu était toujours de faire le lien entre de la théorie qui relevait du champ législatif, des récits qu'on était en train d'essayer de construire et du réel pour qu'on se rende bien compte qu'on était en train de travailler sur la mise en œuvre concrète de ce qui devait se passer dans les territoires en termes de stratégie territoriale. Et puis, on a présenté une étude qu'on a menée à la Fédération sur les nouveaux modèles d'aménagement des territoires. Nos élus à la Fédération, ils se sont dit que si on perdait 50% du foncier, qu'on devait toujours répondre aux enjeux de politique publique, habitat, équipement, services, mobilité, etc., que forcément, on allait avoir l'enjeu de revisiter nos modèles d'aménagement. Et donc, on avait travaillé avec une trentaine de partenaires sur des concepts nouveaux, des axes nouveaux de travail. Et donc, on les a présentés pour les mettre à niveau sur les pistes pour ouvrir en fait les modes de représentation dans les territoires.
et donc montrer qu'on pouvait se mettre en mouvement et donner des perspectives. Et puis, on avait fait dans cette étude une grille d'auto-évaluation thématisée en fonction de ces nouveaux concepts pour que les élus puissent balayer un certain nombre de questionnements liés à leur territoire et qu'ils puissent s'évaluer. Donc, cette fiche, elle est téléchargeable, hein, et elle peut être utilisée dans le cadre de l'animation locale sur les récits. Ensuite, quand on avait fait cette évaluation, on l'avait fait d'abord de façon individuelle puis collective, et donc elle avait servi aussi à regarder ce qui était engagé ou ce qui restait à faire dans les territoires, et ça a permis aussi de créer du dialogue qui a nourri aussi la construction du récit. Et puis, dans l'étude sur les nouveaux modèles d'aménagement, hein, il y avait 5 axes prioritaires que les partenaires avaient posés avec la Fédération des Scots. C'était déjà revisiter la question des besoins, s'interroger sur la création de valeur et ce qui faisait attractivité ou pas dans les territoires, l'enjeu des espaces non bâtis, épicentre des transitions, comment est-ce qu'on pouvait revisiter le concept de densité, et enfin, comment remettre en place une gouvernance et recréer du dialogue entre acteurs, entre élus et avec les habitants. Et donc, quand on a fini le travail avec eux des premières séquences, on les a interrogés sur les axes prioritaires et quels étaient les signaux forts ou signaux faibles de leur territoire, leurs envies d'approfondissement pour travailler là-dessus. Donc, je vous présente rapidement la grille. Vous voyez, ils avaient à cocher et puis on leur a posé plein de questions de fond. On avait des petits documents illustratifs. Ça vous donne à voir ce qu'était cette fameuse grille d'auto-évaluation. Merci, Stella. Donc en fait, toute cette matière-là, on était sur des temps en immersion donc dans chacun des territoires, et suite à ça, on a fait en sorte de pouvoir quelque part, on pourrait dire mettre en commun, en tout cas de présenter un premier bilan de cette première phase, de ce premier temps d'échange. Et donc cet atelier collectif numéro un, il s'est voulu en deux temps. Le premier, c'était plutôt sur une matinée de pouvoir réinvestir l'ensemble de la matière qui avait pu être entendue et produite lors des ateliers en immersion, et notamment de faire en sorte que, de manière un peu ludique, les territoires puissent se retrouver ou pas dans les nuages de mots qu'ils avaient faits, dans des petits récits qui avaient été écrits. Et puis dans l'après-midi, c'était surtout l'occasion de pouvoir approfondir des sujets où on avait pu percevoir avec Stella des signaux faibles et des besoins à l'échelle des territoires, plutôt sur une approche thématique. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé sur le premier atelier collectif, et qui en a mené vers un second sur lequel je n'en dirai pas grand-chose, puisque c'est Bastien Kerspern après nous de Design Friction qui l'évoquera, puisque cet atelier collectif numéro 2, on l'a créé, co-porté, co-animé, où là vraiment il s'est agi de rentrer dans le détail et dans le sujet des récits, à la fois de comment on se projette et comment on arrive là où on se projette. Si tu peux avancer, c'était là. Ouais. Et donc, oui, sur le 4. Ouais, pardon, excuse-moi, ça marche pas très bien, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Tout ça, on a conscience que ça fait beaucoup d'éléments sur des aspects méthodologiques, et donc on a souhaité pouvoir compiler ces aspects, de pouvoir capitaliser aussi les retours d'expérience. Et il est prévu une fiche d'animation dédiée sur la démarche en tant que telle, avec, et c'est la diapo d'après, Stella, avec vraiment quelques éléments saillants et des grandes briques, à la fois sur le fait que tout simplement accompagner l'émergence des récits, ça ne va pas de soi, et que c'est pour ça qu'il y a besoin de pouvoir se doter d'une méthode d'animation adaptable et appropriable par les territoires, que le point de départ, le point d'origine, en fait, d'une telle démarche, c'est de pouvoir partir du vécu, de l'expérience et du sensible. Donc c'est vraiment ça l'origine du récit, et de pouvoir assurer une posture évolutive, à savoir dans l'incarnation pour les animateurs ou animatrices dans une telle démarche, à la fois d'être tiers de confiance de par l'écoute, de pouvoir ensuite être
d'être catalyseur de tout ce qu'il se dit et donc d'être en capacité de monter en généralité par rapport à des sujets. Et puis, surtout, de pouvoir se positionner comme facilitateur, facilitatrice des projections et de l'exploration des imaginaires. La finalité de l'animation, c'est de pouvoir produire un récit qui soit commun, qui soit partagé et quelque part qui soit intégrateur au niveau des sujets qui font sens à l'échelle des territoires. Et ce qu'on peut en retirer, c'est nous, à travers les récits de la démarche, c'est de pouvoir avoir une itération d'expression. Pourquoi on a dit ce terme-là? C'est que on est passé par différentes phases, différentes strates de récits. Alors à chaque fois, c'était des récits écrits, mais on a été sur des mini-récits de territoire qui étaient post-immersion. Donc là, c'était plutôt ce qui avait été vu et entendu. Et c'est Stella Gass et moi-même qui les avons écrits. Ensuite, on a été sur des amorces de récits où plutôt on a contextualisé des territoires au futur. Et puis, il y a eu vraiment les récits euh, finaux qui ont été produits par les territoires pour affirmer certaines perspectives. Et vous pourrez les retrouver, David, Marie, il reste 5 minutes pour votre présentation. Eh ben, très bien, parce que du Nadia. coup, j'en arrive aux enseignements de la démarche. Donc, vous l'avez compris, on a beaucoup écouté, on a beaucoup rédigé pour les acteurs, et puis on a tiré des enseignements du travail qu'on a mené sur ces territoires. Alors, d'abord, ce que ça nous a inspiré, c'est que c'était utile de faire des récits, parce que une des évaluations de cette démarche, c'est est-ce que le récit a du sens ou est-ce que juste faire les documents sur lesquels on est en train de travailler dans le cadre législatif, les SCOT, les PLU, etc., ou des documents qu'on appelle projets de territoire, est-ce que c'est utile de faire un récit adossé? Ben déjà, c'est important pour le verbaliser tous ensemble et vérifier que les représentations qu'on met derrière les mots, elles existent vraiment, elles donnent vraiment un cap politique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces récits permettent de construire des trajectoires qui relèvent de concepts nouveaux nationaux et qu'elles peuvent s'inscrire dans les réalités locales. Notamment quand on a commencé à rédiger après la première journée les petits récits très courts, on s'est rendu compte qu'il y avait un ADN territorial. David Marie vous l'a dit, on a lu les 4 récits des 4 territoires, ils étaient dans la même pièce, on leur a demandé de se ranger dans la pièce pour voir s'ils se reconnaissaient suite à ce qu'on avait écrit en les écoutant, et ils se sont tous reconnus. Et en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les récits des autres, ils se sont dit, ah, mais ça m'intéresse aussi. Et du coup, cet échange de récits entre différentes parties, par exemple, d'un territoire, ça permet aussi d'enrichir des concepts auxquels ils n'auraient pas pensé tout seuls en écrivant leur récit. Et puis, pour donner un nouveau cap, c'est important de raconter où on veut aller et préciser l'avenir qu'on voit pour les territoires. C'est important pour les élus et les techniciens. Dans la démarche qu'on a fait, on les a beaucoup fait travailler ensemble et on s'est rendu compte que c'était important pour que les élus donnent la feuille de route en termes de récit à l'ensemble des services et que les services puissent alimenter le travail de construction du récit. Il y a eu également donc, c'est pour donner du sens hein, quand on travaille dans des politiques sectorielles, dans les collectivités ou quand on a une délégation d'élus. C'est important d'avoir le tableau d'ensemble et de savoir dans quoi on s'inscrit pour mettre en mouvement l'ensemble de la collectivité. Et puis, élaborer le récit permet aussi de récupérer une matière inexploitée parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont pensés par les gens et quand on travaille sur ces questions de récit, on peut déjà l'intégrer dans un récit, mais ça peut aussi donner une feuille de route de travail pour la suite. Les récits, ça nécessite du temps. Hein. Vous avez vu, nous, on a passé une année avec les territoires. Alors, pas une année complète, mais on les a vus plusieurs fois pendant une année. Et en fait, ça nécessite de réfléchir et de construire dans le temps. Donc, si vous engagez une démarche sur les récits, on vous encourage vraiment à y passer le temps nécessaire. Ça fait gagner beaucoup de temps à l'aval sur la construction des documents ou sur leur mise en œuvre. Et puis, elle peut s'appuyer sur une méthode simple. Vous avez vu, finalement, nous, dans la démarche qu'on a déployée, on a utilisé des nuages de mots, des grilles d'évaluation, des temps de discussion, des ateliers. On a utilisé des retours d'expérience qui existaient déjà, qui étaient sur les points faibles qu'on avait identifiés en termes de conception, d'évolution de politique publique. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se font et on peut faire cette démarche. La seule chose où on fait un petit point de vigilance, c'est le tiers de confiance qui va écrire ce que racontent les gens et qui va
va essayer de pas trop interagir pour ne pas orienter les discussions et qui puisse bien récupérer les verbatims des équipes techniques et politiques qui travaillent et qui rédigent. Donc, ça peut être quelqu'un de la collectivité, par exemple du service communication, ça peut être un bureau d'études, ça peut être le CRMA, par exemple. En tous les cas, se trouver un tiers de confiance qui accompagne la récupération de ce récit. Et puis, ça nécessite évidemment un investissement, mais comme je l'ai dit, beaucoup de résultats au bout. Et nous, quand on a fini cette démarche, on a rendu les récits rédigés au territoire et on leur a demandé, puisqu'on voulait faire une petite publication de synthèse que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien quand vous récupérez cette... Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça avait recréé du débat entre eux, des validations hein, sur les axes prioritaires, mais ils se sont dit, on a encore du travail, on veut encore faire des choses. Et ça a permis de ramener d'autres acteurs qui ont lu ces récits et qui ont envie de s'impliquer dans la rédaction de ces récits. Donc, on vous a mis ça c'est le document de synthèse que vous pourrez lire et télécharger. Et puis, on vous a mis des ressources sur lesquelles on s'est appuyé pour animer et enrichir les réflexions, du coup, dans les ateliers. Bien, mais écoutez, merci beaucoup, Stella et David-Marie. Je crois que vous avez parfaitement respecté le temps imparti et donc nous pouvons passer aux questions qui ont été posées dans le chat, Je- dont une je- partie. Oui, Guy, en Oui. même temps, j'ai pu prendre connaissance des questions. Je Ah, peux, si eh j'avais ben fait voilà. quelques regroupements, c'est comme Eh tu ben veux. écoute, avec plaisir, ça me soulage du travail de synthèse, donc très bien. Non, merci, il y avait deux questions, notamment, qu'en tout cas, moi, je rassemblais sur la notion des représentations différentes ou divergentes. Comment est-ce qu'on a pu faire face par rapport à ça? Euh, ça a vraiment été dans la manière dont on a pu proposer en fait notre propre posture à Stella et à moi dans l'animation, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le tiers de confiance au niveau de l'animation, c'est-à-dire que on est parti sur des outils qui ont permis d'objectiver des situations et de voir en fait les points de départ de chacun et de chacune. Alors ça, c'est sur l'aspect, j'allais dire, humain, mais aussi c'était de pouvoir partir des typologies territoriales. Là, on a évoqué les quatre types de territoires qu'on a eu dans la démarche. Volontairement, presque, j'allais dire qu'on avait ciblé des aspects un peu caricaturaux, on va dire rural, métropolitain, littoral, etc. Mais progressivement, l'objectif, et ça s'est confirmé, notamment à travers la production des mini-récits entre les ateliers d'immersion et le premier atelier collectif, c'était de pouvoir se rendre compte que ce qui faisait sens, c'était les enjeux communs à l'échelle des territoires, et que les enjeux communs, ils se retrouvent dans les politiques publiques, sur l'alimentation, sur le vieillissement, sur la mobilité, sur l'emploi, sur la biodiversité, et que là, quelque part, il y avait un point de convergence et qu'il y avait une nécessité de les travailler. Peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, la nécessité de les travailler. Euh, c'est pour ça que nous, on a vraiment prêté une grande attention dans la prise en compte des différentes représentations. C'était dans le rendu compte. On a souhaité rendre compte à chaque fois de ce qui était dit, de la manière dont ça pouvait être perçu, et de le réinvestir. Mais Bastien l'évoquera par rapport à l'atelier numéro 2 que je n'ai que très très peu abordé. On est venu réinvestir les matières originelles qu'on avait pu collecter au moment de l'immersion sur certaines perceptions et certains mots pour arriver à les prendre en considération. Il y avait une question, et ça je peux y répondre assez facilement, concernant les habitants dans leur association au récit. Alors en tout cas dans le cadre de notre démarche, nous n'avons pas été en contact avec les habitants puisque c'était pas notre périmètre d'intervention à l'origine. Par contre, ça fait bel et bien partie des éléments à poursuivre et dans les éléments d'enseignement qui sont évoqués. Au niveau des livrables, on l'a dit peut-être un peu vite, mais il y a eu un récit par Scott. Ce récit, il a été dit et ensuite retranscrit par écrit. Et puis, en termes de livrables plus généraux sur la démarche, il y a donc la synthèse que Stella évoquait tout à l'heure et un rapport
qui paraîtra dans les prochaines semaines, qui permet d'aller plus loin que la seule synthèse méthodologique. L'autre question que j'avais aussi identifiée, et là j'aurais peut-être besoin de toi après Guy pour me dire les autres qui sont peut-être arrivés dans le chat et si Stella veut compléter aussi, c'était une question vraiment intéressante. J'ai trouvé sur le récit remonte jusqu'à quand? Et alors moi j'ai compris la question sur vous êtes remonté jusqu'à quand dans le récit? Et c'est vrai que nous on a toujours été dans de la projection. Sauf que on est dans une projection qui embarque de l'existant et j'ai en mémoire le Scott Mensonnois où il y a eu des références en fait au passé, non pas pour être passéiste, mais en disant eh bien il y a 50 ans on faisait ça et ça fonctionnait. Et pourquoi est-ce qu'on l'a perdu? Et donc ça a été plutôt un moyen de se référer au passé pour s'interroger sur pourquoi ça n'existait plus et le cas échéant, comment est-ce que ça pourrait de nouveau exister? Donc voilà, on n'a pas fait des retours en arrière, entre guillemets, on a plutôt été dans de la projection, mais en réinvestissant du vécu, de l'existant ou un passé qui a existé. Toujours sur la question de la temporalité, Maxime nous demande pourquoi le choix d'horizon à 2050 et les récits ont-ils abouti à de nouvelles stratégies pour orienter les choix d'aujourd'hui des territoires? Eh bien, parce que vous le savez, hein, on doit faire des stratégies territoriales à 2050 dans le cadre de la loi climat résilience, hein. Les trajectoires annézennes, elles se projettent dans ces horizons de temps avec des pas de temps de 10 ans et un SCOT est sur 20 ans. Donc, ceux qui vont être approuvés là dans les prochains 3 prochaines années, ils vont être sur ce pas de temps et que ça permet aussi de lever la tête du guidon parce que ça, on l'a pas dit. Enfin, ça a été dit rapidement par David Marie, mais dans le travail qu'on fait dans les collectivités, on est beaucoup sur l'actualité, les projets anciens qu'on est en train de mettre en œuvre, des commandes qui ont pris du temps. Et donc, l'objectif de ces stratégies territoriales de Scott, mais aussi la construction de trajectoires annézennes, ça nous nécessite de lever la tête du guidon et de se projeter loin pour trouver le chemin. Alors, Bastien expliquera comment on les a accompagnés pour lever la tête du guidon et trouver le chemin pour arriver à 2050, mais c'est bien un enjeu. Et je vois qu'il y a des questions, on demande où est-ce qu'on peut trouver les récits. Donc, on vous les a mis dans la petite synthèse déjà, parce qu'on se doutait que le résultat intéressait les territoires. Donc, on a mis les premières petites versions et vous aviez des QR codes où vous pouvez retrouver les 4 récits des 4 territoires. Et quand on parlait des citoyens, tout à l'heure, je voulais juste rajouter, c'est que nous, quand on a associé les gens dans les territoires, on leur a demandé d'inviter le plus largement possible. Donc, le réflexe a été d'inviter des élus et des techniciens. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans certains territoires, les DGS des collectivités, des intercommunalités étaient là et ça a apporté beaucoup. Donc, j'attire votre attention sur l'intégration des directeurs hein, dans le travail pour que ce ne soit pas un travail qui soit désincarné de l'organisation globale de la collectivité. Et le deuxième, beaucoup de territoires avaient invité des élus qui n'avaient rien à voir avec l'aménagement et l'urbanisme. Certains travaillaient sur le social, d'autres sur la culture. C'était très intéressant d'avoir l'ensemble des compétences et des représentations des gens autour de la table. Et effectivement, ce qu'on leur a dit, c'est que là, on avait travaillé dans l'entre-soi élu technicien parce qu'il fallait déjà qu'ils s'approprient la démarche, hein. Je vous rappelle que là, on a tiré des enseignements, on a levé nous-mêmes la tête du guidon et on a synthétisé tout ça. Mais quand on a démarré la démarche sur les récits, c'était pas évident que ça donne quelque chose. Et donc, ils voulaient tester déjà avec nous. Et là, ça leur a ouvert le fait qu'il fallait qu'ils discutent plus largement avec les élus de leur territoire et que c'était un très bon outil, une fois qu'ils avaient commencé à poser leur récit, d'aller le dialoguer avec les habitants. Donc, et pour l'enrichir aussi, quand on dit habitants, c'est aussi acteurs, hein, évidemment. Juste une question, peut-être vous allez pouvoir rapidement. Charlotte nous demande comment avez-vous échantillonné les personnes présentes dans les ateliers? On a Enfin, laissé c'était- le choix au Voilà. territoire. On leur a juste dit qu'on voulait au moins des techniciens et des élus. On ne voulait pas qu'il y ait que des élus. On leur a dit qu'ils pouvaient inviter de manière large. C'est eux qui calibraient parce qu'ils avaient les salles, c'est eux qui organisaient en local. Et donc, et nous, on est venus qu'à deux pour pas. Voilà, il y avait David, Marie et moi. Et c'était très intéressant de voir qu'ils n'ont pas du tout invité le même panel, hein. Et que l'implication politique des élus n'était pas la même non plus d'un territoire à l'autre, notamment dans la diversité des compétences qu'ils avaient invitées. Et ça aussi, ça parle. En fait, les trajectoires annézennes, elles nécessitent de décloisonner, de travailler la transversalité. Et donc déjà, qui on invite à la réunion, c'est un récit en soi sur où on est positionné, comment on associe les autres services de sa collectivité. Et encore une dernière question. Anne-Cécile demande, est-ce que les récits ont permis de rentrer dans les contradictions Mm. à faire émerger des arbitrages?
Oui, il y a eu en fait finalement deux temps. Le moment quelque part de la production, de la coproduction des récits. Encore une fois, on aura quand même bien annoncé l'arrivée de Bastien, à qui on met beaucoup de pression. Mais en tout cas, on pourra revenir dessus après. Mais il y a eu ce temps-là en atelier, mais surtout ensuite, les Scott se sont aussi saisis on va dire, de la première mouture et en ont débattu. Et notamment, même pour un Scott, en a débattu en assemblée de syndicats de Scott. En discutant, en se disant, bah non, là, ce sujet-là, peut-être qu'il faut pas le traiter de cette manière-là, peut-être qu'il ne nous correspond pas de cette manière-là. Et donc, il y a eu des formes de réécriture. Nous n'étions pas présents dans ces débats-là, on l'a su a posteriori, mais en tout cas, il y a eu presque une spontanéité de la part des territoires pour rentrer dans ces contradictions, pour reprendre le terme, et en tout cas, dans le cadre du récit, faire des arbitrages. Après, se pose la question de le passage à l'action. Là, on n'était pas dans du passage à l'action. Alors, encore deux questions qui viennent juste d'arriver. De Céline, quel est l'impact sur la politique d'aménagement du territoire? Ben ça, je pense qu'on pourra vous le dire dans 10 ans ou 20 ans, quand ils auront refait leurs documents stratégiques et adossé le récit et on verra les résultats sur le terrain. En tous les cas, on a fait, au Rencontre nationale des Scots, on a présenté ce travail hein, en août dernier et on avait invité les élus qui avaient participé, une partie des élus. Et donc, il y a une partie on avait fait sciemment choisi un élu moins convaincu à un élu plus convaincu. Mais en tous les cas, ce que nous ont dit les élus, c'est que ce travail sur les récits, leur avait permis d'accélérer le travail sur la construction des nouvelles trajectoires et qu'il y a des choses qu'ils ne ils pensaient pas pouvoir aller aussi loin. Et notamment avec le travail que Bastien va vous présenter, vous verrez, on les a poussés un peu, on a poussé les feux pour qu'ils se projettent vraiment très loin en 2050 et qu'ils aient un niveau d'ambition élevé. Et en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, ils ont fait le débat en bureau avec les autres élus qui n'étaient pas présents au moment de ce travail sur les récits. Ça a créé énormément de débats entre eux, à tel point que quand ils nous ont renvoyé leurs documents validés, on a eu un deuxième document adossé au récit avec une vision alternative à la vision du récit qu'on avait amené parce qu'il y avait beaucoup de contradictions entre eux. Et en fait, c'est ces débats-là, le fait qu'ils se posent pour discuter de l'avenir de leur territoire et qu'ils écrivent noir sur blanc, c'est ça qui nous a intéressés et Merci. donc le Alors, résultat est atteint. on a des questions arrivent au fur et à mesure. Je pense que on pourra reprendre les questions à la fin. Là, on va passer à la deuxième partie. Je passe la parole à Céline. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Céline, ton micro est coupé. Pardon, pardon. Ouais, donc on passe la parole à Bastien Kerspern qui va nous emmener dans les coulisses pour nous éclairer sur les outils et les méthodologies utilisées pour co-construire ces récits et avec en fil rouge ben, quel choix stratégique et puis quelle pratique en retenir. Bastien, je te passe la parole. Pour Merci, 25 bonjour à toutes et minutes, tous. voilà, pardon, je suis également gardienne du temps, pour environ 25 minutes de présentation et je te ferai signe 5 minutes avant la fin. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et tous, donc, je m'appelle Bastien Kerspern, je suis designer et je vais vous parler un peu des coulisses. On va ouvrir un peu le capot ensemble de à quoi ça ressemble la mise en récit d'un territoire et notamment en repartant donc de l'exemple qui a été présenté par David Marie et Stella, donc notamment l'atelier de co-construction des récits qui s'est inscrit dans cette démarche qui abordait la question des transitions des Scots. Euh, Pour allez, me présenter très très rapidement, donc, je suis designer de formation. J'ai cofondé un studio qui s'appelle Design Friction, qui est basé à Nantes et qui, depuis une petite dizaine d'années maintenant, accompagne notamment les organisations publiques dans l'exploration de leur futur. Et on fait ça avec une approche un peu particulière que je vais vous présenter d'ici quelques minutes, qui s'appelle le design fiction. Et ma spécialité à titre personnel est la question d'innovation publique et notamment les questions de gouvernance et de participation citoyenne. Alors, si on ouvre un peu le capot de notre atelier de co-scénarisation, on avait plusieurs objectifs à cette étape de la démarche. Donc, il y a eu tout ce qui s'est passé avant, qui a bien été présenté par David Marie Estella, à savoir notamment ce travail sur le terrain de diagnostic, de dans quelle vision on commence déjà à se retrouver avant de pouvoir écrire sa propre version de l'histoire. Et donc, c'était tout l'objectif de cet atelier, c'était de venir produire des premiers récits qui vont permettre de
proposer cette vision à 2050, mais également d'amener un peu plus de finesse en identifiant quelles sont les actions, mais aussi quels sont les effets de bord qui vont se produire lorsqu'on va commencer à dresser le chemin vers cette vision du territoire pour 2050. Ça, c'était un peu les objectifs durs, on va dire, de l'atelier, ceux on peut toucher du doigt. Et il y en avait d'autres qui étaient un peu plus intangibles, un peu plus diffus, qui étaient l'idée, bah, voilà, en se frottant à l'exercice de mise en récit, de co-construction des récits, d'acquérir des premiers réflexes de mise en récit pour ensuite poursuivre ce travail sur son territoire, puisque c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, sur lequel on insiste dans l'absolu, c'est qu'un récit, ça se fait pas sur 2 heures d'atelier, c'est vraiment même pas une question d'outils ou une question de méthode, c'est vraiment une question de posture et surtout une question d'itération sur le temps long. Alors, quel format, quels outils de mise en récit pour les Scott on a pu mettre en place pour cet atelier? Peut-être dans un premier temps, revenir rapidement sur ce que sont et ne sont pas les récits, même si ça a été bien défriché par Daniel lors de la première édition. Euh, pour le faire très rapidement, un récit est forcément une spéculation, c'est-à-dire on se pose la question, et si demain notre récit, notre territoire ressemblait à ça en 2050? Ce sont avant tout des supports de projection et de discussion. C'est quelque chose qui a vocation à être mis en discussion, qui a vocation à être mis en débat, qui a vocation à inspirer, qui a vocation aussi à déranger, à questionner. Parfois, on dit que c'est une approche qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et puis surtout, il faut le voir un peu comme un socle sur lequel on va construire, sur lequel on va amener d'autres voix, alors notamment celles des habitants, à venir enrichir ces récits, à venir les contredire, et puis on va façonner au fur et à mesure une vision commune et partagée. A contrario, qu'est-ce que ne sont pas ces récits? Ce ne sont pas des utopies. On n'est pas en train de dresser des portraits tout blancs ou tout à récit, ni des dystopies, des scénarios noirs où tout aurait échoué. C'est pas des prédictions, on n'est pas à dire que le futur sera ainsi ou des prescriptions à dire que le futur devrait être ainsi. Et c'est surtout pas une feuille de route ou un agenda caché, sinon c'est plus un récit. Ceci étant posé sur ce que sont et ne sont pas les récits, on a eu 2 grandes parties dans cet atelier avec 2 grands formats d'outils. Le premier, ça a été l'exercice du portrait, donc de raconter à quoi ressemble l'état du territoire en 2050. Et pour ça, on est parti de ce que évoquait David-Marie tout à l'heure, des amorces de récits, donc construits sur les premiers éléments des précédents ateliers. On a pu dresser voilà, un futur à grands traits qui dégrossit à quoi ressemble le territoire en 2050. Ici, on a le cas du Mont Blanc, notamment du SCOT du Mont Blanc. Et sur cette base d'amorce de récit, un peu qui, entre guillemets, ça tient sur un recto à 4, hein, c'est un Il était une fois qui nous donne notre amorce de départ, et ben, on va proposer aux participantes et aux participants de venir l'enrichir avec de nouvelles idées, et plus précisément, de le venir le compléter à travers un blason portrait du territoire, où on va poser des questions très simples, des questions qui sont vraiment ancrées dans le quotidien, sur notre territoire, bah, en 2050, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on s'alimente? Comment est-ce qu'on se déplace? Comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on prend soin de nos sols? Donc vraiment des questions très concrètes, mais qui vont être amenées, qui vont nous amener en fait à amener du détail, à enrichir cette amorce de récit, et puis surtout à se poser des questions de comment on fait concrètement et à quoi ça ressemble au quotidien de décider collectivement sur notre territoire qui a réussi sa transition. Pour étayer un peu l'imagination, pour amener un peu de poil à gratter aussi d'une certaine manière, on a utilisé donc des cartes de ce qu'on appelle des cartes de spéculation, des cartes de créativité, dont les mots étaient inspirés justement des diagnostics qui avaient pu être effectués par David-Marie et Stella en amont, donc sur la base de l'exercice des nuages de mots-clés qu'on a vu tout à l'heure, de venir remettre en jeu ces différentes notions et puis se demander, bah tiens, si on décide collectivement, comment est-ce qu'on le fait en 2050? Et si on y arrive grâce, je ne sais pas, par exemple, à la mixité d'usage, qu'est-ce que ça veut dire? Ou si on arrive à la sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc venir associer des notions qui faisaient consensus à des actions très concrètes du quotidien, de décider, de se déplacer, de s'alimenter, de se loger, qui concernent tous les actrices, acteurs et puis habitantes et habitants du territoire. Donc ça, c'était un peu voilà, le poil à gratter pour amener un peu plus de créativité dans les échanges et dans la définition de ce portrait du territoire. Et l'idée était donc d'aboutir à cet grand ensemble qui nous donne une vision pour 2050, donc une vision un peu macro. Et puis on concluait ce premier exercice par un petit temps, une dizaine de minutes, où les participantes et participants étaient invités à écrire une carte postale de demain. Donc là, de revenir à l'échelle vraiment de la personne, du quotidien,
je suis un habitant du territoire, je suis un touriste, je suis un élu en 2050. Et bah, sur une carte postale, je vais écrire à quelqu'un qui n'est pas sur ce territoire et je vais lui raconter à quoi ressemble une de mes journées type. Donc vraiment de ramener là de l'humain en fait à l'échelle de la personne, de venir incarner ces grandes idées qu'on a eues pour le blason à l'échelle macro, de venir le réincarner dans le quotidien et du coup d'avoir pu jouer à deux échelles, une échelle systémique entre guillemets et puis une échelle humaine, une échelle centrée sur la personne. Ça, c'est le premier temps de l'atelier. On décrit le portrait, on décrit la destination, à quoi ressemble 2050 sur notre territoire. Et la deuxième partie de l'atelier était donc de se poser la question, OK, mais comment est-ce qu'on y va? Ça a été quoi les grandes étapes pour arriver vers 2050? C'était quoi notre trajectoire? Donc de raconter finalement le chemin qu'on a entrepris. Pour cette deuxième partie, on s'est notamment inspiré d'un outil qu'on retrouve dans la prospective. Peut-être que certaines et certains d'entre vous sont familiers avec cet outil qu'on appelle le backcasting. Nous, on l'appelle rétrospéculation en bon français. Euh, et donc, qui est en fait un outil où on part du récit en 2050 et on se demande quelles sont les grandes étapes qui nous ont permis d'y arriver. Donc là, on l'avait, comment dire, délimité en trois grandes périodes pour le bien de l'exercice, donc que vous avez à l'écran. Et à chaque fois, on s'est posé la question, sur chaque période, quelles sont les actions qui ont été menées pour permettre d'arriver à l'état final qui est présenté dans le portrait, avec euh, quels acteurs ont pu agir, avec lesquels on a fait commun. Ça, c'est pour comment dire, les actions qui ont été menées. Et puis, dans la deuxième partie de la frise que vous voyez en bas, de se demander quels sont les effets de bord. Parce que si on mène des actions, on sait qu'il va y avoir des conséquences. Alors, certaines conséquences heureuses, parce que c'est ce qu'on recherchait à faire, hein, c'est ce qu'on on espérait que les actions aient comme impact. Et puis, il y a des effets de bord un peu plus indésirables, un peu plus inattendus. Et puis, voilà, l'idée, c'était au fur et à mesure qu'on construit notre frise, de se demander quelles sont les actions qu'on a faites, et puis quelles sont les implications, les conséquences, souhaitées ou non. Donc, ces fameux effets de bord immédiats ou alors hérités de choses qui se sont passées précédemment. Et ce qui nous permet voilà, de construire, donc on a passé un peu plus d'une heure sur cet exercice, de construire notre chemin pour tendre vers 2050 en se demandant sur quelle action aujourd'hui on a vraiment la main. Pour agrémenter un peu l'exercice, voilà, donc ça, là vous avez à l'écran entre guillemets à quoi ça ressemble lorsque c'est mis sur une table, hein, donc notre frise et puis notre portrait à la fin en se demandant jusqu'à où on va. Alors ça, c'est une petite astuce, hein. Effectivement, quand on travaille sur des récits, on écrit forcément en latin, hein. C'est un passage obligé. Blague à part, on avait quelques petites ressources complémentaires pour cet exercice, notamment l'idée de fournir un plan du SCOT concerné, c'est-à-dire que mes idées de transition, d'action ou d'effet de bord, donc ce qu'on voit qui est, comment dire, symbolisé par des petites gommettes, de venir les reporter sur la carte pour aussi amener une dimension spatiale à l'exercice, en se disant, OK, si on l'incarne un peu sur ce territoire, cette action, on l'a menée où, et cette conséquence, où est-ce qu'elle a lieu par rapport à d'autres actions qui ont pu être menées. Ça, c'est un des outils qu'on a en complément de la frise pour voilà, spatialiser un peu le chemin, pour l'incarner sur le territoire. Mais on a également, là aussi, des petites cartes créa, donc pour venir ramener un peu d'inattendu ou de spontané, et également pour aller se poser des questions qui ne seraient pas venues spontanément à l'esprit quand on réfléchit à comment on en est arrivé là. Bah tiens, s'il y a une crise internationale ou un événement géopolitique qui se produit, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça nous aide à accélérer dans notre position? Au contraire, comment est-ce que ça nous freine? Ou si c'est un événement national ou une catastrophe naturelle. Donc là aussi, venir se décentrer un peu, venir réfléchir à des perspectives qui ne seraient pas venues spontanément, comment dire, à l'esprit, ou alors de relancer la discussion lorsque, à certains moments, on peut se retrouver un peu à sec en termes d'idées, puisque c'est une des composantes des récits, c'est avant tout la créativité. Alors, pour prendre un peu de recul sur cet exercice en deux temps, euh, et en construisant un peu sur nous notre pratique de la fiction et des accompagnements de mise en récit qu'on peut proposer, il y a quelques astuces de narration qu'on peut mobiliser pour mettre son territoire en récit. La première, c'est de créer un monde plutôt qu'une histoire. Lorsque vous concevez un récit, c'est pas une histoire où vous allez avoir un personnage, Marie en 2040, que vous allez suivre, etc., et qui va arriver des péripéties, etc. Non, ce que vous allez définir, c'est un monde, un univers, c'est ce blason là qu'on évoquait tout à l'heure, un futur à grands traits, dans lequel c'est la lectrice ou le lecteur qui va venir déambuler, qui va devenir le protagoniste. Donc vous allez en fait raconter
à quoi ressemblent les environnements, à quoi ressemblent les nouveaux services publics, à quoi ressemblent éventuellement les nouvelles activités économiques. Mais vous allez laisser ensuite le public composer avec son imagination, déambuler dans ce récit pour en compléter les différents trous. Donc on crée des mondes plutôt que des histoires, et ce qui d'ailleurs est une astuce assez forte, parce que écrire des personnages, qui plus est des personnages nuancés et intéressants, c'est très compliqué. Donc là, on se facilite aussi un peu le travail en travaillant plutôt à une échelle de système. Deuxième astuce, on va éviter les scénarios dystopiques. Alors, il y a toujours un travers humain qui fait que lorsqu'on fait de la fiction, et plus particulièrement lorsqu'on fait de la fiction collaborative en atelier, on aime bien jouer à se faire peur. On aime bien essayer d'imaginer des scénarios un peu noirs, un peu catastrophes, où il y a des virus, des choses qui arrivent, etc. Sauf que ces dystopies, donc ces scénarios noirs, c'est des très mauvais alliés lorsqu'il s'agit d'organiser des transitions. En fait, ça nous met en incapacité d'agir face à ces transformations, puisque si on se dit que tout est noir demain, tout est perdu, à quoi bon se bouger aujourd'hui? Ou au contraire, on va créer de l'accoutumance, c'est-à-dire que on s'est tellement habitué à vivre, à lire et à regarder des scénarios noirs, que ce soit dans des séries, des films, des livres, que lorsque le jour où ça arrive vraiment, on est incapable de vraiment le reconnaître, puisqu'on est tenté de se dire, bah, finalement, c'est pas si pire. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'éviter, lorsqu'on fait cette co-construction de récits, d'éviter des scénarios dystopiques, des scénarios noirs. Donc ça demande notamment dans l'animation d'être assez vigilant là-dessus, en plus de travailler sur des outils qui amènent un peu de nuance. Autre point important, c'est de faire cohabiter les points de vue. Lorsqu'on raconte un futur, lorsque je raconte à quoi ressemble mon territoire en 2050, ce qui va m'intéresser, c'est de raconter aussi bien différents aspects de ce territoire, différentes composantes, qu'est-ce que font les promoteurs des transitions à l'œuvre, mais ce que font aussi, par exemple, les gens qui s'opposent à ces transitions. L'idée, c'est de faire cohabiter différents points de vue, parce qu'on peut se dire que même si on est sur un scénario optimiste, en 2050, il y aura peut-être des résistances, il y aura peut-être des gens qui vont essayer de tirer profit de ces transitions à leur propre échelle. Et donc raconter ces différentes visions, pas des personnages, mais des visions d'opposants ou autres, ça permet finalement de rendre un récit qui est plus nuancé et qui est aussi plus proche potentiellement de ce que serait la réalité, parce que, comme je disais, tout ne sera pas tout noir ou tout ne sera pas tout blanc. On peut imaginer qu'il y aura quand même des résistances aux ânes et aux zen d'ici 2050. Et enfin, on pousse les curseurs, on s'amuse à se détacher de ce qui est le futur très probable, mais l'objectif, c'est quand même de rester dans le domaine du possible. C'est de se raccrocher aux réalités du terrain qu'évoquaient David, Marie et Stella, mais c'est aussi se raccrocher aux réalités tout court, c'est-à-dire qu'on respecte notamment l'état de l'art de la science. Il n'y aura pas de téléportation, il n'y aura pas d'extraterrestres, peut éventuellement tolérer les voitures volantes, mais c'est ce qui permet finalement d'avoir des récits qui sont certes peut-être pas extrêmement probables, mais qui restent toujours plausibles, et ce qui en fait un socle minimum pour qu'on puisse ensuite les discuter. Donc voilà quelques astuces pour la mise en récit qu'on a notamment d'ailleurs mobilisé pendant l'atelier de co-construction qu'on évoquait ensemble. Si on dézoome un peu, si on essaie d'aller un peu plus loin avec la mise en récit, je vais vous parler d'une forme de mise en récit particulière qui s'appelle le design fiction et qui est une forme de narration par le design, de récit par le design, et qui est notamment tout à fait adaptée pour co-construire des futurs d'intérêt général, parce que quand on parle d'intérêt général, c'est forcément indissociable du temps long. Donc là, on a finalement une sorte de mariage de raison entre cette approche particulière du design et notamment les travaux des collectivités et des administrations. Alors, le design fiction, qu'est-ce que c'est? Probablement qu'il y a autant de définitions qu'il y a de praticiennes et de praticiens, mais nous, on aime bien le définir comme une approche d'anticipation critique qui permet de voir et de faire l'expérience de futurs possibles grâce à des objets et des services fictionnels. Et on va mobiliser ces récits sous forme d'objets et de services pour venir nourrir la réflexion, pour venir nourrir l'imagination, créer du débat et, in fine, pouvoir ajuster des décisions prises aujourd'hui. Donc, vous allez voir le design fiction, si on doit vraiment le résumer et en retenir un aspect saillant, c'est de dire qu'on va construire ce qu'on appelle des prototypes, des prototypes provocants. Donc, on va construire des objets, des services publics par exemple, qui n'ont pas vocation à être déployés et à sortir sur le marché, mais qui ont vocation à nous aider à imaginer à quoi ressemblerait le futur en 2050. Par exemple, de raconter un futur à travers l'interface de tel agent public sur le terrain en 2050, à travers à quoi ressemblerait le guichet d'accueil en mairie en 2040, etc. Donc vraiment, le design fiction, c'est raconter, c'est comme de la science-fiction, on raconte des futurs possibles qui vont nous poser des questions et on le fait
à travers des objets. Mais comme le design, c'est un peu mieux avec des, avec des exemples, je vais vous prendre un exemple un peu emblématique justement de ce qu'est le design fiction, alors qui nous parle pas directement d'écologie, mais qui va nous parler de transition sociétale, notamment sur une démarche de design fiction qui permet justement d'aiguiser une anticipation critique des décideurs publics. Et je vais vous prendre l'exemple de Protopolicy, qui est un projet qu'on a fait pour le Parlement britannique en 2015. Et donc, c'est un projet qui proposait finalement de faire une sorte de crash test de politique vieillesse, de politique de vieillissement à domicile. Comment est-ce que je vieillis chez moi plutôt qu'en maison de retraite? Et avec un ensemble de lois qui allaient être votées, avec un ensemble de propositions programmatiques. On a pris toutes ces propositions, on a travaillé avec différentes universités de Royaume-Uni, et puis avant qu'elles soient votées, ces lois, on a été voir les principaux intéressés, à savoir les personnes âgées et leurs aidants, et on leur a posé deux questions. Racontez-nous à quoi ressemble votre quotidien dans ce futur si tel ou tel élément de la loi était adopté. Et puis, qu'est-ce qui manque, selon vous, parmi ces différentes propositions? Donc là, ils ont fait de la mise en récit et surtout, ils nous ont fait remonter un gros trou dans la raquette, un angle mort dans ces politiques publiques, qui était la question de l'euthanasie. Et finalement, c'était assez évident, c'était de nous dire, bah, vous nous proposez de raconter comment est-ce qu'on peut vieillir chez nous en toute autonomie à domicile. Est-ce que je peux décider aussi du moment de partir de chez moi, entouré de mes proches, enfin, de partir depuis chez moi, entouré de mes proches? Et forcément, si cette question n'était pas adressée dans le package de loi sur, comment dire, ce vieillissement à domicile, c'est parce que c'était un tabou, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, comme ils disent là-bas. Et donc, nous, notre but, en utilisant le design fiction, la mise en récit, pour créer de la médiation, c'était de faire remonter cette controverse, de faire remonter cet angle mort, cet impensé, aux parlementaires en charge de la construction de la loi, et de les aider à se projeter dans cette problématique en dépassant tout ce qui peut être les barrières cognitives, les tabous, les biais culturels qui peuvent exister autour de cette question-là. Et c'est pour cela qu'on a utilisé le design fiction, notamment en prototypant une montre intelligente qui permet de s'euthanasier à la demande. Donc c'est un objet concret, semi-fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des écrans, des interfaces, il n'y a pas de poison dedans, mais c'est un objet un peu comme un accessoire au cinéma qui nous permet de raconter un monde où l'euthanasie est devenue à la fois légalisée et banalisée au point qu'il y ait des startups qui proposent des objets connectés pour permettre de mettre fin à ces jours, encore une fois, en toute autonomie, entouré de ses proches. Donc on l'a vraiment construit comme un vrai produit, il y a des garde-fous, euh, mais l'idée c'est de venir projeter, en l'occurrence ici les parlementaires, dans un futur où l'euthanasie serait légalisée et banalisée. C'est pour ça que je parlais de prototype provoquant, ça vise à provoquer la réaction, mais ça n'a pas vocation à être industrialisé, commercialisé ou même produit en série. C'est vraiment un objet pour créer du débat. Et en accompagnant cet objet, on avait également, donc là vous voyez sur la gauche, une page du manuel d'utilisation de la montre intelligente, et puis sur la droite, un flyer d'opposant à cette technologie, à cette réforme fictionnelle, puisqu'on peut se dire que dans ce futur-là, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec la légalisation et la banalisation de l'euthanasie. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait cohabiter différents points de vue dans un récit, dans un scénario. Bah là, on a prototypé à la fois la vision des promoteurs, donc la start-up qui propose cette technologie-là, et puis aussi la vision des gens qui s'opposent à cette transition sociétale, et c'est ce qui permet finalement de créer du débat. Et puis, donc, pour résumer un peu la finalité de cette histoire, donc c'est ce projet aux côtés d'autres éléments d'information a permis de déclencher un débat au Parlement britannique sur la question de la légalisation de l'euthanasie ou non, en marge du travail sur les lois de vieillissement à domicile. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'ils ont voté contre la légalisation de l'euthanasie. Mais le projet n'était pas là pour, comment dire, pour influencer le vote dans une direction ou dans une autre direction, mais plutôt d'éclairer la décision publique en disant, bah là, il y a un impensé, il y a un accroc, on va le raconter, et puis on va vous proposer, vous, en tant que parlementaire, de vous en saisir à travers les outils qui sont les vôtres, notamment ceux de la délibération. Bastien, il te C'est reste ce que trois permet, quatre minutes. super, c'est ce que permet le design fiction, donc de se projeter dans les futurs à travers certains objets. On peut l'utiliser aussi dans d'autres façons, là je vais aller un peu plus vite, mais on peut utiliser le design fiction pour faire de la sensibilisation, notamment auprès du grand public. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec la ville de Paris pour sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens au déclin de la biodiversité en 2040, donc avec une boîte au futur
Et dans cette boîte, qui permet d'animer des ateliers sur le territoire, on retrouve à la fois des récits de design fiction, donc là notamment un récit qui nous propose de travailler la question du réensauvagement, de la renaturation dans les villes, récits fictionnels, sur lesquels les habitantes et les habitants sont invités à réagir, sont invités aussi à venir l'enrichir avec un certain nombre d'outils qui sont mis à leur disposition, et notamment parmi ces outils, la frise qu'on a évoquée tout à l'heure. On peut aussi utiliser ce genre d'approche de mise en récit pour venir travailler les imaginaires, pour venir les réouvrir autour des questions de transition. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec le territoire des Mauges sur la question des déchets, où on a co-construit des récits, cette fois avec le conseil prospectif des Mauges, donc qui est une collectivité entre Nantes et Angers, sur la question des déchets. On a imaginé notamment que peut-être demain, le traitement des déchets passe par le fait qu'on ait des emballages dont le contenu, c'est-à-dire le plat, est mangé par l'humain et le contenant, l'emballage, est mangé par son animal comment dire, de compagnie. Donc, voilà, de poser des questions. Et si demain, c'était le vivant qui nous aidait à mieux gérer nos déchets, encore une fois, pour poser des questions, pour ouvrir du débat, pour façonner des nouvelles visions et se demander, est-ce que ça nous semble souhaitable ou au contraire, est-ce que ça nous semble indésirable? Et là, typiquement, sur ce projet, on a eu les citoyennes et citoyens qui ont travaillé sur ce scénario que nous, on a mis après en visuel, qui sont venus les proposer aux élus pour les faire réagir et puis ensuite, derrière, nourrir une feuille de route sur la gestion des déchets à l'horizon, en l'occurrence ici, c'était 2030. Hop, je vais passer sur ce dernier exemple pour répondre à une question qui a été un peu évoquée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la fiction à l'action? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en, en mots et en action ces récits? Il n'y a pas de réponse magique, hein, ça va vraiment dépendre des contextes, mais il y a souvent deux questions qu'on va se poser. La première, c'est est-ce qu'on souhaite ou non voir advenir ce futur? Est-ce que ça nous semble souhaitable ou indésirable? Et deuxième question, comment est-ce qu'on y va? Ou au contraire, comment est-ce qu'on n'y va pas? Et c'est à ce moment-là qu'on commence à justement poser ces actions, à cartographier les initiatives qui nous permettent de tendre ou non vers ce futur. Pour conclure, petite mise en perspective qui est très inspirée de notre propre pratique sur les conditions nécessaires à la mise en récit. Euh, il y a quelques incontournables pour faire de la mise en récit. Donc déjà, trouver un sujet qui se conjugue sur le long terme et qui se prête à la mise en récit. C'est-à-dire que si, je vais faire une caricature, mais si vous travaillez sur le réaménagement du réseau de gaz urbain ou sur l'expérience d'accueil en mairie, c'est probablement pas un sujet qui se prête très bien à la mise en récit. De pouvoir s'extraire d'un impératif de réponse immédiate et mesurable. Il ne vous faut pas une réponse pour les 3 mois à venir, sinon les récits ne sont pas le bon outil. De toujours conjuguer ces récits au pluriel. On va essayer d'imaginer une multitude de récits qui sont autant de futurs, produits par autant de publics, puisque c'est cette richesse qui va nous permettre justement d'évaluer toutes les trajectoires qui sont à disposition, de pouvoir mettre ensuite ces récits en discussion avec les parties prenantes. Nous, on a l'habitude de dire que construire les récits, les mettre en visuel, etc., c'est la moitié du travail. L'autre moitié, c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent être discutées, débattues et exploitées. Et puis surtout voilà, de faire un travail de pédagogie auprès des personnes qui vont être associées à cette démarche sur ce qu'on peut en attendre ou pas. Ça, c'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt. Donc ça, c'est en quelque sorte les incontournables pour se lancer dans une démarche de mise en récit. Après, on a quelques petits plus qui vont nous aider, donc notamment avoir du temps. C'est une démarche qui prend du temps. On a envie de revenir sur nos premières idées de récit, on a envie de les faire évoluer. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de se détacher du quotidien, de se détacher de l'urgence. Ça, c'était notamment un des enseignements soulignés par Stella et David Marie. De pouvoir aussi agir auprès, que ce soit d'élus, de communautés, de services qui sont déjà habitués à la prospective, à la participation. Ça, c'est un petit plus aussi parce qu'on va s'appuyer sur beaucoup d'outils qui sont liés à ces démarches collaboratives un peu plus classiques. Autre astuce, c'est de s'adosser justement à une de ces démarches un peu classiques. Vous avez une démarche de co-construction, je vais dire traditionnelle, bah vous essayez d'y ajouter ci ou là une petite brique de mise en récit à petite échelle pour la tester sans risque et puis voir qu'est-ce que ça peut vous permettre justement de déclencher en termes d'effets un peu plus long terme. Puis la dernière astuce que je peux vous donner, c'est si vous êtes agent ou agent, de trouver une ou un élu fan de science-fiction pour sponsoriser votre démarche. Ça marche toujours très bien. A contrario, et je terminerai là-dessus, quelques petits signaux d'alerte qui sont plutôt
comment dire, des petits drapeaux rouges qui s'agitent et qui font dire que potentiellement mobiliser les récits à ce moment-là, c'est pas une très bonne idée. Voilà, c'est d'attendre que ces récits nous orientent vers des réponses opérationnelles ou à court terme, ce qu'on disait, hein. Si vous avez besoin de réponses immédiates, les récits, c'est pas la meilleure approche pour arriver à ça. De vouloir faire de la communication politique avec les récits, donc en proposant notamment une vision de ce qu'est 2050 et qu'on puisse pas la renégocier, qu'on puisse pas la débattre, qu'on puisse pas l'enrichir avec de nouveaux récits. Ça, pareil, ça devrait être un signal d'alerte qui fait que le récit n'est pas la bonne méthode à mobiliser ici. Bon, je reviens pas sur la question des récits dystopiques, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Mais aussi faire attention, alors, notamment aujourd'hui dans un contexte de défiance citoyenne, que les récits soient pas utilisés ou détournés pour créer de la désinformation, créer de la manipulation, voire faire ce qu'on appelle du future washing, un peu le greenwashing, mais des récits, c'est-à-dire que bah, tiens, on va se projeter en 2050, mais on va utiliser ça comme prétexte pour pas parler des sujets qui intéressent vraiment les gens aujourd'hui. Donc voilà, faut faire attention à ces dérives-là, et si on sent qu'il peut y avoir ces dérives, de bien les cadrer en amont, et puis d'éviter de faire de l'atelier one-shot, c'est-à-dire de se dire, bah tiens, en 1 heure ou en 2 heures, on fait un atelier, et puis on aura eu tous nos récits. Non, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche de long terme, dans une posture de long terme, et pour ça, les enseignements de la démarche portée par David, Marie et Stella sont très intéressants parce que ça montre qu'effectivement, on n'est pas que sur un simple atelier de construction de récit, mais qu'on s'inscrit dans une démarche un peu plus conséquente. Voilà, je vous laisserai avec une chorégraphie en 3 temps des récits, à savoir les récits, c'est un pas en avant pour se projeter, un pas en arrière pour prendre du recul, et puis un pas sur le côté pour rafraîchir ses imaginaires. Merci pour votre attention. Merci Bastien. Quelques questions. Du coup, alors juste petit point de vocabulaire. Est-ce que tu peux préciser, redéfinir ce que sont les effets de bord, s'il te plaît, que tu as Oui, évoqué plutôt au début de ta présentation? et je laisserai compléter David-Marie s'il le souhaite, puisque c'était quelque chose qu'on avait défini ensemble. Ce qu'on appelle les effets de bord, en fait, c'est les conséquences d'une action, c'est-à-dire que, et notamment les conséquences inattendues, voire indésirables, c'est-à-dire que, alors, je prends un exemple, on a décidé de renaturer une ancienne zone commerciale, donc on a tout débitumé, on a détruit les grands ensembles de centres commerciaux qu'il y avait, etc. Notre objectif, c'était de ramener de la nature sur le territoire, mais l'effet de bord, c'est que on a, par exemple, comment dire, réussi à revitaliser le centre-ville et les petits commerces parce qu'il n'y a plus cette grand ensemble commercial à l'entrée de la ville. Ça, c'est effet de bord souhaitable. Effet de bord indésirable, en fait, on a créé du chômage sur le long terme parce que il y a des personnes qu'on n'a jamais pu, entre guillemets, pour qui on n'a jamais pu retrouver un emploi. Donc, un effet de bord, c'est une conséquence, une espèce de vague qui arrive, un peu un tsunami qui peut arriver lorsqu'on a fait une action et dont on ne s'attendait pas forcément. Je laisse David-Marie compléter s'il le souhaite, cette définition très maison de l'effet de bord. Non, merci Bastien. Je crois que ça correspond bien à l'idée. Pourquoi est-ce qu'on avait voulu nommer ça aussi et l'intégrer? C'est pour éviter de tomber dans les discussions sur c'est positif, c'est négatif. C'est-à-dire que, voilà, en termes d'autres exemples, on pourrait très bien dire, eh bien, le fait de préserver les sols de l'artificialisation, bah, a priori, c'est plus que positif. Pour autant, il y a quand même des conséquences à regarder. Et une des conséquences, ça peut être aussi la question de la spéculation foncière qui peut être à échéance 2 ans, 5 ans, plus loin en fonction des types de territoires. Donc c'est de pouvoir se dire aussi que c'est pas parce qu'une idée est a priori la bonne, je mets des guillemets, que forcément elle sera toujours perçue comme telle. Voilà, c'est pour pouvoir aussi remettre dans un contexte un peu tout du long et de tirer le fil. Merci David. Trois questions plutôt sur la rédaction des récits. En tout cas, je l'interprète comme ça. Alors, d'une part, comment éviter les scénarios dystopiques? D'autre part, quand on rédige un récit, que faire de nos biais ou de nos convictions personnelles et de leur influence? Et puis, trois, quid de l'IA pour la projection? Je les groupe, mais je te laisse répondre Hmm. comme tu le Je souhaites. vais commencer par la dernière. Mhm. Je vais dire un faux allié ou un allié traître, l'IA. Pourquoi ne pas utiliser l'IA? Bon, alors il y a plein d'arguments moraux et socio-environnementaux, comment dire, qui font que c'est utiliser des outils qui ont tendance à piller la propriété intellectuelle d'autres personnes et qui nuisent un peu à la planète. Après, si on regarde d'un point de vue purement méthodologique sur
pourquoi c'est un faux allié pour les récits. Euh, une IA, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas créative, donc elle va ressortir ce qui est le statu quo, donc ce qui est en fait entre guillemets la pensée dominante aujourd'hui sur à quoi correspond une transition territoriale. Donc en fait, les premières idées que vous pourriez avoir en tête, l'IA va vous les ressortir. Et vu que tout l'exercice de la mise en récit, c'est justement de faire le pas de côté, justement d'aller au-delà des premières évidences, l'IA a tendance à nous conforter dans nos a priori et non pas venir les challenger. Nous, au sein du studio, par exemple, on utilise l'IA pour faire ce qu'on appelle du dépensifiage. C'est un très, très joli mot. En fait, on l'utilise pour, lorsqu'on a un sujet, on va le passer au crible de l'IA en lui demandant de nous générer des récits autour de tel sujet. Et on sait qu'en fait, elle va nous sortir tous les poncifs. Et donc, ça nous permet après de nous en détacher dans notre production, puisque nous, notre valeur ajoutée, c'est justement d'amener un peu de nuance et de ne pas rester sur des évidences et des poncifs. Donc voilà, l'IA est un peu un faux allié dans ce sujet-là, sauf si, encore une fois, votre but, c'est de passer en revue les évidences avant de s'en détacher. Sur comment est-ce qu'on évite les scénarios dystopiques, beaucoup d'animation, c'est-à-dire d'avoir des réflexes d'animation, d'identifier à quel moment les participants vont vers des trajectoires euh, noires, sombres, de se dire qu'on va essayer à ce moment-là de les ramener vers un peu plus de nuances. Ça peut aussi passer par quelques outils, mais c'est avant tout de l'écoute et puis de l'animation, de l'accompagnement à ce moment-là, en venant un peu challenger comment dire, ces perspectives un peu sombres. Euh, En vrai, ça se gère relativement bien, notamment en expliquant en début d'atelier pourquoi ne pas tendre vers les dystopies et pourquoi c'est un peu contre-productif. Ça permet d'avoir une sorte de vigilance collective sur ces sujets-là. Et pardon, la troisième, oui, sur les biais. Oui, les biais. Alors, on ne pourra jamais débiaiser un récit, d'ailleurs, ça n'a pas vocation à l'être. Un récit est pétri de biais, c'est tant mieux. Et pareil, pour la question des convictions, en fait, pourquoi avoir un récit neutre alors que un récit est une matière purement subjective? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, et c'est pour ça que je plaidais pour le fait que c'est une démarche qui prend du temps, c'est qu'on peut poser un premier récit. Et puis ensuite, on peut se laisser quelques semaines avant d'y revenir en se disant, OK, là, on a été très biaisé, par exemple, par l'actualité. On a justement voulu mettre de l'intelligence artificielle dans notre transition territoriale parce que c'est le truc à la mode. Ou alors, on l'a traité de manière extrêmement, je sais pas, sous l'angle de la croissance verte, ce récit, parce qu'on est convaincu que la croissance verte est un moyen d'accompagner la transition du territoire. En fait, en prenant du temps de revenir sur ces scénarios, et puis notamment en les co-construisant, c'est-à-dire d'amener différentes parties prenantes, notamment qui ne pensent pas comme nous, c'est ce qui va nous permettre finalement de, non pas tant de lisser des biais, mais de les mettre en récit, et puis de les incarner à travers des archétypes. Donc on peut avoir différentes facettes dans un récit qui sont le reflet de nos convictions, qui viennent s'entrechoquer dedans, et qui vont nous permettre finalement d'organiser ce débat autour de ce qu'on souhaite vraiment. Merci. Plutôt cette fois-ci, question sur les démarches. Alors, comment a été perçue par les élus cette étape des récits? S'il y a eu des réticences et connecté à une des suivantes, quels arguments pragmatiques pour convaincre des élus réticents? Et je compléterai, c'est avant la démarche, comment on embarque en fait sur les récits et puis après, comment on embarque sur les récits produits? Peut-être sur la question de la perception, là, je me retournerai vers David Marie et Stella qui ont assuré le suivi post-atelier et sur la réception de l'exercice. Oui, moi je veux bien répondre sur cette question qui est importante effectivement. Déjà, pour dire, parce que j'ai vu, il y avait des questions, mais est-ce qu'ils trouvent pas ça enfantin, etc., les élus de travailler sur la question des récits. Mm, mm. Moi, je voudrais quand même souligner le fait qu'ils ont une responsabilité énorme dans la construction des transitions, des nouvelles trajectoires qui a été posée sur leur table avec des échéances très courtes, 2027 pour les SCOT, 2028 pour les PLU. Et donc, ils ont une obligation d'exprimer rapidement un projet politique. Et c'est pas du tout facile, en fait, de faire de la prospective à 2050 sur des sujets aussi complexes à un moment où on dit, en fait, il faut pas reproduire les modèles. Et donc, raconter ce qu'on aimerait faire, c'est une manière de clarifier son projet et c'est une manière un peu
plus simple de les aider à construire ces nouvelles stratégies territoriales et notamment à les sortir de la simple litanie du plan d'action. Parce que quand on est dans le quotidien, qu'on gère l'urgence, hein, je rappelle que les élus de 2020, ils ont été élus au moment de la crise du Covid à gérer le Covid. Ensuite, ils ont eu la crise énergétique et là, ils ont la crise financière. Donc, on a des élus qui sont ils courent derrière, en fait, des sujets d'actualité et de court terme. Et pourtant, c'est cette génération d'élus qui doit construire les nouvelles stratégies qui permettent de faire les transitions. Donc, passer par les récits, c'est un exercice qui n'est pas trop techno et qui leur permet de lever la tête du guidon pour construire ça. Et pourquoi est-ce que c'est important de sortir du plan d'action de court terme ou juste les sujets de contractualisation, je vais faire des petits projets, j'ai une vision projet de mon mandat, c'est qu'en fait, on peut très bien faire un très bon projet au très mauvais endroit. Et les sujets des transitions, ils nous alertent là-dessus. Moi, j'ai participé, par exemple, récemment à un jury où la personne avait travaillé avec un maire sur logement à coût abordable pour des habitants. C'est un projet extrêmement bien pensé. Et quand je réfléchis à la localisation, je me dis, mais il ne serait pas dans le recul du trait de côte. Et là, je prends la carte du GIEC et je me rends compte que dans 15 ans, le quartier, il est sous l'eau, il est plus accessible. Et je me dis, est-ce que on peut aujourd'hui continuer à faire des actions ponctuelles, aussi bien soit-elles, sans réfléchir de manière stratégique à la manière où elles se situent et comment on va anticiper les éléments à venir. Et puis, vous disiez, est-ce que les élus, ils n'ont pas critiqué? Si, on a eu bien sûr des critiques dans la démarche. Je vous l'ai dit, tout le monde n'était pas positif. Et quand on a fait le rendu devant nos élus, devant 400 personnes, on avait invité les deux élus, celui qui était très positif et celui qui l'était moins. Et quels arguments ils nous ont opposés en fait? C'est par exemple l'élu qui était critique, il disait, mais moi j'ai des habitants qui sont sur la fin du mois. Et vous me parlez de la fin du monde. Donc, c'est des débats dont on entend beaucoup parler. Et à quoi ça nous a servi, en fait, son positionnement un peu à alimenter le récit sur la fracture sociale. Donc, il ne faut pas prendre les éléments de débat de contradiction. Il faut au contraire se demander s'il ressort du récit de l'élu qui est contre, comment on l'intègre dans la stratégie d'action. Donc, et notamment dans ces services, sont apparus d'autres sujets où ils étaient moins sensibles sur cette question de fracture et où ils nous disaient, nous, on avait un urbanisme de grands projets, par exemple de ZAC, hein, vous aurez compris que je parlais du territoire de Lille, hein, puisque c'est celui qui est le plus structurant sur ces sujets, et ils nous ont dit, nous, on avait un urbanisme de ZAC avec des grands outils, on va devoir passer à un urbanisme de dentelle. Et voyez rien que le choix du vocabulaire, de la sphère technique et de la sphère politique donne déjà à voir les trajectoires qu'ils vont devoir construire. Et je vous passe le sujet sur les mobilités qu'ils nous ont traité, ou même sur l'axe du canal Seine-Nord avec la question de la mobilité, de la logistique. Tous ces sujets ont été apportés dans le débat. Donc, il y a eu des moments de friction, mais c'est pas grave, ça rentre dans le récit en fait. Et puis, comment on convainc des élus? Moi, je voudrais juste vous rappeler qu'ils ont des élections en 2026 qui vont devoir raconter aux habitants ce qu'ils veulent mettre sur la table pour garantir l'avenir des territoires, pour les rassurer, pour leur donner envie d'un projet positif. Et donc, la question que vous pouvez leur poser, est-ce que votre discours politique, dans le sens noble du terme, en termes de politique publique pour les habitants, est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous savez me le raconter en 5 minutes? Moi, je vous fiche mon billet que la réponse, c'est non. Et donc, construire son récit, ça a du sens pour l'ensemble du travail qu'ils font, celui du long terme et celui du court terme des élections. Et vous pouvez leur faire un exemple très précis. Vous leur disiez, c'est qui votre équipe? Vous leur faites le petit nuage de mots qu'on a commencé à vous faire et vous les mettez au défi. Vous leur dites, alors en 3 mots, vous me racontez votre trajectoire de demain et vous leur montrez qu'ils sont 5 dans la pièce et qu'il y a 160 mots. Et vous leur dites, ben, je pense qu'on a un petit travail de rassembler les idées et de mettre un récit clair pour expliquer aux habitants où vous voulez aller demain. Merci beaucoup à toutes et tous. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et on vous tient informé dès que la date est confirmée pour le prochain webinaire qui devrait se situer la première quinzaine d'avril. Nous vous souhaitons une bonne après-midi.